Le 3 décembre 2021, le monde entier a célébré la journée internationale de la personne handicapée pour cette 30e édition placée sur le thème Leadership et participation des personnes handicapées pour construire un Cameroun post-Covid-19, inclusif, accessible et durable. L'objectif de cette journée, c'est de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour réaffirmer les principes de base de la société, de ses valeurs et des normes, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'accès à l'éducation, au travail, autrement dit en sociologie du travail. On parle de l'employabilité. À cet effet, pour mieux en parler des conditions d'accès à la reconnaissance des droits fondamentaux, en particulier du secteur de l'employabilité, dans la thématique qui retient notre attention, axée sur l'insertion socio-professionnelle de la personne handicapée dans la société, amour et rejet. Nous recevons aujourd'hui nos panélistes qui ont accepté naturellement de répondre présent d'après le multiple emploi du temps. Aujourd'hui, nous recevons en premier Ngué Akoum Blaise Henry. C'est exactement ça? Yeah, exact. Voilà. Bonjour Blaise Henry. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre émission INSA Society. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Vous êtes titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire, obtenu ici à Douala, je crois, c'est ça. À Lignège, oui. Voilà, à Lignège bilingue de Bonamou Sadi en 2016. Oui. Et parallèlement, vous exercez aussi à titre privé, je crois que c'est ça. Ah oui. Vous exercez aussi à titre privé en cours particulier à domicile, des classes de 6e en terminale, c'est exactement ça. C'est ça. Voilà, nous rappelons que vous n'êtes pas seul sur le plateau, vous êtes accompagné de l'un de vos promotionnaires qui est un habitué de la maison Aprocom. Média Aprocom, l'ICS Communication sont les deux plateformes sur lesquelles nous sommes joignables. Vous êtes accompagné de Charé, voilà. Voilà, vous êtes accompagné d'Abdel Charé, lui c'est un habitué de nos plateaux. Et vous êtes psychologue de formation, Abdel Charé, vous êtes enseignant de profession et principalement vous exercez à l'école, je crois que c'est l'école voilà, l'école privée franco-arabe de Nouvelle Maquia. C'est dans l'arrondissement de Douala 2e. Exact. Ah, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On rappelle que vous êtes psychologue clinique et vous êtes aussi axé sur les questions de psychopathologie. C'est ça? Oui, je suis chercheur en fait en psychologie clinique et psychopathologie. Parce qu'il y a quand même une nuance quand on dit que tu es psychologue. Il y a quand même un certain nombre de conditionnalités qu'on doit remplir. Pour le moment, je suis encore sur le chemin, je ne suis pas encore psychologue, oui, parce que c'est un titre qu'on doit donner quand on a un Master 2 et plus 600 heures de stage. Pour le moment, ces conditions ne sont pas encore totalement remplies. Oui. Et comme vous l'avez dit, voilà. je m'intéresse beaucoup plus sur les questions de psychologie clinique et psychopathologie. Voilà. Contrairement à votre confrère, votre promotionnaire qui s'intéresse beaucoup plus aux questions de la psychologie sociale, du travail des organisations, j'ai omis de le dire, il est aussi membre depuis 2016 de l'association AFISA, c'est ça, entendu, Association camerounaise pour la formation et l'insertion sociale des aveugles, c'est ça. C'est exact. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul, Abdel, vous n'êtes pas tout seul, Henri, vous êtes avec vous, vous êtes accompagné d'un homme de Dieu, lui c'est un abonné de la maison, lui c'est le pasteur Abraham, voilà, il est le leader du groupe ou encore du label Pain de Vie. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour. Alors merci d'avoir répondu promptement à notre invitation. Aujourd'hui nous parlons, pasteur, de l'insertion socio-professionnelle de la personne handicapée dans la société, amour et rejet. Mais avant de revenir à vous, nous on va d'abord s'intéresser à l'invité phare qui a décidé de nous donner de son temps aujourd'hui pour en parler de la situation des handicapés, sa situation de vie, comment est-ce qu'il a vie au quotidien. Henri, on vous écoute. Parlez-nous de votre situation de vie, vous qui êtes un handicapé, malvoyant par là. Okay. Déjà, bonjour à tous les copanélistes. Merci de me redonner la parole. Déjà, depuis ma bord, je vais dire que je suis une personne en situation de handicap et non pas une personne
handicapé, parce que j'entends par là de façon très simple. Un handicap, c'est un obstacle, donc c'est comme une barrière qui t'empêche d'exercer une activité ou de vivre comme tout le monde, suivant une certaine norme de la société. Mais lorsque on lève cet obstacle-là, par une réhabilitation, par une réadaptation, là tu deviens une personne qui est en situation du handicap et non plus une personne handicapée. Oui. Donc vous êtes une personne en situation. Je suis une personne en situation du handicap. Du handicap, voilà, on rappelle que vous êtes un malvoyant, un non-voyant, oui. C'est ça, et que vous dispensez très bien vos cours en privé, voilà, et à domicile aussi. C'est exactement ça. Alors, Henri, avec vous, selon vous, c'est quoi exactement une personne handicapée? Comme je viens de le dire tantôt, une personne handicapée, c'est une personne qui ne peut pas exercer un certain nombre de choses comme tout être normal. Bon, la norme étant définie par une société. Oui. Oui. Lorsque tu as en toi, par exemple, une déficience, une incapacité qui ne te permet pas de fonctionner comme tout le monde, suivant une certaine norme imposée par la société, on dit de toi que tu es handicapé. Oui. Donc, ça peut être une déficience, ça peut être même une incapacité quelconque. Une déficience visuelle? Oui, ça peut être une déficience visuelle, comme c'est le cas chez moi. Ça peut être, par exemple, la déficience peut être motrice, peut être mentale. Alors, merci pour ce rappel, vous avez un peu inscrit bien dans le décor. Alors, à travers la personne handicapée, peut-on savoir exactement, ou encore peut-on parler avec cette personne handicapée qu'il y a des possibilités d'insertion socio-professionnelle dans la société? Les possibilités, oui. La personne en situation de handicap peut bien s'insérer dans la société. Ouais, pourvu qu'il y ait une réadaptation, une réhabilitation. Parce que lorsque tu fais face à un handicap, que j'ai défini là-bas de façon triviale comme étant un obstacle. Un obstacle. Oui, et lorsque on te réadapte ou on te rééduque ou on te réhabilite, ça te permet de contourner cet obstacle-là et de t'insérer normalement dans le circuit économique. Alors, donc il faudrait qu'il y ait d'abord une réadaptation. Oui. Voilà. Et après la réadaptation, la personne en situation de handicap peut s'adapter. Oui. Et est-ce que, à travers donc, ces mécanismes, c'est donc possible de dire qu'elle peut avoir le choix d'être acceptée, ou bien encore d'avoir l'accès dans un circuit socio-professionnel? C'est donc ça le véritable problème au Cameroun. C'est que la personne en situation de handicap déjà peut fournir même tous ses efforts, c'est-à-dire se réhabiliter pour s'adapter et pour normalement participer au circuit économique. Mais notre société, nos sociétés africaines, beaucoup plus nos comportements sont modélés par nos traditions, par nos rites. C'est-à-dire la société l'empêche. C'est-à-dire lorsque on sait que tu es handicapé, le regard qu'on a sur toi, c'est un regard de pitié, d'incapacité. C'est-à-dire parfois même la société ne reconnaît même pas tes compétences. On ne veut même pas les juger. Donc lorsqu'on te voit, on te juge a priori que tu es une personne incapable. Dans d'autres... Donc il y a un jugement péjoratif. Oui, des préjugés. Oui. À un moment donné, bon, dans certaines sociétés même, on considère même l'handicap comme étant un malheur, une malédiction. Oui. C'est-à-dire, même au sein des familles, il y a certaines familles qui n'acceptent pas de vivre avec un enfant handicapé. On t'enferme même dans la maison, on ne te laisse pas sortir. C'est comme si tu es venu jeter le probe dans la famille. Toutes ces choses-là ne rendent pas facile l'insertion socio-professionnelle de la personne handicapée. Bon, on rappelle que vous êtes mieux assis pour nous en parler parce que vous êtes psychologue, voilà, on va dire un psychologue annexe, parce que vous êtes aussi inscrit en master recherche, c'est ça, non? Oui. Voilà, vous êtes inscrit en master recherche, en psychologie sociale du travail et des organisations. Donc vous êtes mieux outillé pour nous parler de comment est-ce que cette insertion se passe ou encore comment est-ce qu'elle fonctionne
dans notre structure, dans notre société. Et vous êtes allé dans vos récits, vous nous avez fait savoir un peu des rejets, vous nous avez fait un peu savoir des préjugés qui se disent à cause de la personne handicapée. Est-ce que vous avez vécu pendant votre vie, on rappelle que vous êtes un père de famille de 4 enfants, est-ce que vous avez vécu cela dans votre milieu de vie, Henri? Oui, je tiens à rappeler que je n'ai pas 4 enfants, j'ai 5 enfants. Pas 5 enfants, merci. Oui. Donc, ce rejet, on fait face à ce rejet au quotidien. C'est-à-dire, tu ne peux pas être quelqu'un en situation de handicap et ne pas vivre ce rejet. Oui. C'est-à-dire, il y a d'abord, comme j'ai dit, l'ignorance de la société. C'est-à-dire, lorsque tu parviens à faire certaines choses et que l'observateur quelconque qui voit ton handicap et lorsqu'il constate que tu fais ces choses-là, parfois d'autres même rendent ça sur le cadre de la sorcellerie. C'est-à-dire, on te taxe de sorcier. Bon, je ne peux non plus parler quand tu deviens majeur et que, comme tout homme, tu aspires, ou bien comme si tu es une femme, tu aspires à te marier, ou bien à chercher une femme dans des belles familles. Parfois, ce n'est pas souvent évident. C'est-à-dire, lorsque tu vas vers une jeune fille, la famille faut dire que ouais, tu nous amènes cette malchance. Donc, on taxe la personne en situation handicapée de malchance. Henri, un instant, on rappelle que vous êtes malvoyant, vous nous écoutez parfaitement, mais vous n'avez pas connaissance de tous nos faits et gestes sur le plateau, mais vous nous écoutez parfaitement, n'est-ce pas déjà? Oui. Voilà. Alors, vous avez vécu ce rejet dans votre situation? Oui, j'ai vécu ça. J'ai vu le rejet tout le temps. Et avec votre conjoint, ça a été facile? Bon, je peux ranger ça dans le cadre de la grâce de Dieu. Lorsque parce que déjà je suis chrétien, et lorsque tu as de la grâce de Dieu, donc lui t'accorde des faveurs, c'est-à-dire des choses que les personnes trouvent impossibles, ça devient très possible chez toi. Donc ce qui fait donc que j'ai pas eu des difficultés avec mon épouse, puisque mon épouse est valide, elle n'a aucun problème physique. Et c'est avec sa famille que j'ai rencontré beaucoup plus de problèmes. Oui. Comme je disais tantôt, parce que lorsque une jeune fille ramène une personne en situation de handicap dans la famille, on lui demande, parfois on se pose la question, qu'est-ce qu'on t'a fait pour nous ramener ce genre de choses à la maison, quoi. Donc, ces préjugés-là, parce que dès qu'on voit une personne en situation de handicap, on regarde directement la misère, la pauvreté, la difficulté. Donc, c'est avec la famille que j'ai eu beaucoup de difficultés, mais avec le temps, ils ont fini par... vous imposer. Oui, je me suis imposé et pour le moment, tout est normal. Henri, racontez-nous un peu comment s'est passée l'imposition au sein de la famille. Comment est-ce que vous avez... Déjà, lorsque une famille se rend compte que tu es capable de nourrir leur fille, contrairement à ce qu'ils pensaient, que leur enfant est bien logé, et puis bon, vous parvenez à fonctionner comme tout le monde, vous voyez, ils commencent déjà à lever progressivement leur discrédit sur toi, et ils commencent à comprendre. Donc c'est par là que je peux dire que je me suis imposé, parce que bon, Dieu m'a accordé cette grâce-là de tenir ma famille. D'accord. Et Dieu vous a accordé cette grâce de tenir votre famille, et du coup, quand vous parlez de grâce, nous avons avec nous un panéliste, mais on va revenir, on va passer la parole au pasteur bien après, mais on veut un peu aller en profondeur de comment est-ce que cela a pu se passer, de comment est-ce qu'il y a eu cette imposition. On veut un peu aller en profondeur, puisque vous nous avez fait savoir que vous êtes beaucoup plus assis sur les questions de la psychologie sociale, du travail et des organisations. Alors, vous nous avez dit que vous êtes imposé. Est-ce que l'imposition a été faite de façon financière? Parce que vous nous avez parlé un peu au départ qu'il y a eu un rejet, ce n'est pas une question de, entre parenthèses, entre guillemets, de sorcellerie, que vous nous apportez un gendre ou encore un conjoint. Expliquez-nous un peu, Henri, allez un peu au-delà. Bon, je peux dire que je me suis imposé de quelle façon. Déjà, j'ai dit merci à cette psychologie que j'ai fait. Parce que le leitmotiv de la psychologie, c'est de comprendre. On essaie de comprendre les autres.
On peut parler aussi de comprendre et expliquer en même temps. Expliquer, oui, tu comprends, tu expliques. Après, modifier et on prédit. C'est-à-dire, cette psychologie m'a permis de comprendre ceux qui sont en face. C'est-à-dire, lorsque vous posez un acte à mon égard, c'est-à-dire, je ne juge pas directement cet acte-là. Je cherche à connaître les motifs qui vous ont poussé à poser cet acte à mon égard. Lorsque je les comprends, je les explique et je les analyse et moi je vous comprends. Donc, ce qui fait donc que lorsque ma belle famille avait un rejet à mon égard, j'ai fait cet effort de comprendre leurs motifs. Nous sommes dans des sociétés africaines, comme je le disais tantôt, où le handicap c'est un malheur. On considère une personne handicapée comme malheur. D'autres parfois arrivent et m'ont dit que bon, parfois on a souvent entendu dans la rue, vous croyez que Dieu est fou. Lorsque tu commets même un écart de comportement comme tous les autres, bon, on se dit que dans ton comportement là, certainement tu es mauvais. Et voilà la raison pour laquelle Dieu lui-même a d'abord même commencé par te punir, quoi. Donc, beaucoup considèrent le handicap comme une punition. C'est-à-dire, ça m'a permis de comprendre dans chaque tradition, c'est-à-dire j'essaie de comprendre dans votre tradition comment vous vivez le handicap au quotidien. Par là, j'ai fait un parallèle avec le jugement que vous posez donc à mon égard. Je me range et à partir de ça que je peux donc chercher des stratégies pour contrer, pour vous amener progressivement à comprendre le contraire. C'est de cette façon-là que j'ai procédé. Parce que déjà avec ma femme, lorsque je suis parti et qu'on lui a fait savoir que tu as un malvoyant, tu vas marcher avec lui partout, est-ce qu'il ira. Donc c'est toi qui vas travailler pour qu'il vive, ainsi de suite. Et comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir. Et donc, quand vous parlez elle va travailler pour que vous puissiez vous en sortir. Vous nous avez dit en offre que votre femme exerce des petites activités de suivi. Voilà, et ce sont lesquelles? Bon, ma femme, elle est teinturière de formation. Déjà. Et présentement, elle fait dans le petit commerce, quoi. Donc, elle vend dans l'échange d'activités, ça peut être des arachides. Pour l'instant, elle est en train de vendre des jus, et ainsi de suite. Donc, au fait, c'est suivant la période. Des jus de fabrication maison? Non, pas des jus. Il y a des sociétés brassicoles. Des sociétés, oui. Voilà, d'accord, merci. Bon, on reste toujours avec vous parce que on se sent vraiment dans la peau d'une personne en situation de handicap. C'est d'ailleurs le cas que nous tous nous constatons ici. Nous sommes toujours dans le thème qui retient notre attention, insertion socio-professionnelle de la personne handicapée, voilà, dans la société, amour et rejet. Vous nous avez baladé dans vos récits de vie, Henri, et on ressort de là avec beaucoup d'arguments. D'abord un préjugé, imprimé aussi. Vous nous avez aussi fait parvenir et fait savoir que de façon à ce que la famille vous accepte, que vous soyez intégré et que votre femme accepte votre situation de handicap n'a pas été pour elle, je vais dire, un refus. Elle a validé, elle a accepté de continuer avec vous ce chemin de vie, Henri. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez vraiment, je vais dire, comblé, un homme comblé? Vous avez trouvé une conjointe qui partage avec vous votre vie quotidienne. Est-ce que vous vous sentez comblé avec 5 enfants? Déjà, comblé, bon, je ne peux pas dire totalement comblé. Et qu'est-ce qui manque? Donc, je peux dire que bon, puisque bon, je ne peux plus, l'homme, quand je dis comblé, bon, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que dans ma vie de couple, si je dis comblé, ça veut dire qu'il n'y a pas de manquement. Je peux dire qu'il y a quelques manquements. Oui, il y a quelques manquements. Bon, déjà, de deux côtés, parce que moi, c'est pas parce que je suis une personne handicapée que je suis forcément parfait, quoi. Chez moi aussi, je trouve j'ai des manquements. De la même façon que mon épouse a certains petits manquements qui sont tout naturels, comme dans tous les couples, quoi. Oui. Mais pour une vie de couple, je ne me plains pas trop. Nous continuons, ça fait 9 ans que nous sommes mariés officiellement. Donc, on s'était marié le 1er décembre. À l'état civil? À l'état civil.
Aussi, vous avez fait l'état religieux aussi? Oui, religieux, c'était le 1er décembre 2012. Nous sommes officiellement de chemin. Donc elle porte avec elle le nom Gay A. Koum. Bien sûr, c'est Madame Gay. Voilà. Et un nom qu'elle porte aussi fièrement. Oui. Donc, nous poursuivons notre bonhomme de chemin. D'accord. Ouais. Alors, vous êtes un petit par là que vous êtes un peu comblé. Oui, voilà. Le temps vers le compte, donc une satisfaction totale. Voilà, donc madame remplit parfaitement cette demande. Ah oui, voilà. oui. Donc, oui. pour mieux comprendre ce phénomène, pour mieux comprendre ce sujet qui retient notre attention, on a dit que nous ne sommes pas seuls. Ils vous ont écouté, votre confrère et votre ami des bancs et des classes, si on peut dire ainsi, vous êtes ensemble au campus puisque vous êtes dans le département de psychologie à l'université de droit là. Et on profite par là pour faire un clin d'œil à votre chef de département, vous avez fait savoir qu'elle s'appelle le docteur Marie Chantal Cham, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, nous faisons un clin d'œil au docteur Marie Chantal Cham. Alors, Abdel, vous avez écouté parfaitement Henri, il n'est pas parti, il est là, il continue l'émission avec nous. Alors, est-ce que vous qui êtes assis en psychopathologie, en psychoclinique, en psychologie clinique, c'est ça exactement, ça. Voilà, est-ce qu'on peut comprendre qu'à un moment donné, pour une personne qui cherche à s'insérer, d'abord dans un cadre d'amour, qui veut l'union, il se sent rejeté par une tierce personne, il se sent rejeté par la famille de sa conjointe, qui l'a accepté. Est-ce qu'on peut comprendre ça de façon par une introspection? Est-ce que la psychologie peut nous expliquer, vous qui êtes beaucoup plus assis sur les questions de psychopathologie? Oui, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que toute compréhension dépend du cadre culturel où on se trouve. Donc, ce sont les croyances que nous avons et les représentations du handicap, n'est-ce pas, qui peuvent nous amener à mieux expliquer ce phénomène. Je comprends également que si nous étions en Europe, la conception que nous faisons du handicap n'est pas la même conception qu'on fait ici en Afrique. Parce que tout à l'heure, comme il le disait, la personne en situation de handicap, et quand il fait cette précision, c'est très important parce que la personne handicapée, quand on parle de personne handicapée, c'est beaucoup plus péjoratif. Oui, péjoratif. Donc, péjoratif. Donc, on devrait plutôt parler de la personne en situation de handicap. Donc, la stigmatisation, n'est-ce pas, parce qu'on voit une personne en situation de handicap, on se dit que vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est la malédiction, c'est la sorcellerie. Mais Abdel, comment comprendre donc que ces expressions ne sont pas oubliées dans nos justes coutumes, elles sont de façon régulière et triviale par là. Est-ce qu'il n'y a pas un blocus? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de façon décalée, cette personne qui est en situation de handicap se sent rejetée un peu dans certains foyers? Oui, il se sent beaucoup plus rejeté, d'autant plus que tout ce que nous faisons dans la vie est guidé par notre conception, par le milieu où on se trouve. Déjà, le milieu nous a déjà fait comprendre que quand on est handicapé, on est limité, on ne peut plus faire ceci, on ne peut pas faire cela. Ce qui amène toujours les personnes, parfois certaines personnes en situation de handicap, de se cacher, malgré les talents qu'ils peuvent avoir. Et pour comprendre également ce phénomène, il est important de rappeler parfois les types de handicap. Parce que si on confond tout, on ne peut pas tout confondre. Il y a des personnes en situation de handicap qui ne le savent pas. Par exemple, ceux qui ont des maladies invalidantes, ceux qui ont par exemple l'épilepsie, quand ils marchent en route, on ne peut pas vous dire que ça c'est une personne en situation de handicap. Oui. Donc, on devait, pour comprendre cela, on doit toujours s'attacher au cadre culturel dans lequel on se trouve. Parce que c'est ce cadre-là qui guide les représentations, les croyances des individus. Voilà, c'est ce cadre qui guide les représentations des croyances des individus. Mais est-ce que c'est aussi ce cadre
qui régit ou encore qui recommande qu'il y ait une stigmatisation sur la personne en situation de handicap? C'est pas le cadre est fait ainsi. Le cadre est fait ainsi, mais on devait beaucoup plus combattre. On devait beaucoup plus combattre cela. Et ça, c'est pour cela qu'il y a des sensibilisations. Je crois qu'il y a 3 ans, nous étions à Bonabéry, pour faire la sensibilisation. Parce que le handicap n'est pas seulement physique, comme il le disait tout à l'heure. Le handicap peut être aussi mental. On parle des cas de déficience intellectuelle, par exemple. Et les maladies invalidantes, comme je disais, les handicaps sensoriels, comme c'est le cas de M. Ngué. Donc, cette stigmatisation, c'est pour ça que cette émission est très importante pour pouvoir sensibiliser les individus qui sont dans notre société, les personnes, pour qu'ils puissent comprendre que nous devons faire avec eux. Ils sont même parfois, quand vous entendez M. Ngué de ça, quand on est parfois au campus, si vous l'entendez parler, si on vous dit que ça c'est une personne en situation du handicap, vous n'allez pas accepter, parce que on dit souvent que quand un sens, on perd un sens, l'autre ou les autres sont renforcés. Donc, sur le plan intellectuel, il peut en donner beaucoup. Peut-être que sur le plan physique, il est limité dans certaines activités, mais toujours est-il qu'il peut toujours nous rendre service. D'accord. Il est toujours disponible d'ailleurs, puisque nous a fait savoir, malgré qu'il n'a pas encore eu une autre intégration dans la fonction, puisqu'il est instituteur de formation, qui donne bien ses cours en privé dans les domiciles de la CIL en terminale. Et il nous a aussi fait savoir, il est présent, il peut en témoigner, M. Ngué, il nous a aussi fait savoir que il a aussi une très belle main d'écriture parce qu'il écrit très bien au tableau, c'est exactement ça, Henri. Oui, exact. Lui, et qu'il suit très bien aussi ses élèves, et il les poursuit aussi très bien dans les corrections qu'il les donne comme consigne, comme devoir à la maison. Et puis nous rappelons que c'est effectivement ce qui était donc construit par notre panneau, c'est ce qui est donc construit quand on parlait de la 30e édition, parce que l'accès à l'éducation, l'accès à l'employabilité. Et pour revenir donc sur notre plateau, puisque c'est INSA Society qui poursuit son bout de chemin, nous avons avec nous un homme de Dieu, Pasteur Abraham. Il a écouté très bien Ngué Akoum Blaise Henri. Il a suivi son cursus de vie, il a compris un peu ses tremplins quotidiens. Avec vous, Pasteur Abraham, est-ce qu'il est permis de dire qu'une personne en situation de handicap peut avoir une considération en termes d'amour et peut avoir une considération en termes d'insertion socio-professionnelle? Oui, exactement. Je bénis d'abord le Seigneur pour le courage de notre bien-aimé. Et pendant qu'il était en train de parler, je ne voyais pas plutôt sa carapace ou son aspect physique. Je voyais plutôt un esprit qui parle. Parce que dans d'autres personnes, il se retrouve aujourd'hui dans l'eau du bar. Si je peux peut-être répondre à la lumière de la parole. Tu vas voir quelqu'un qui était dans le palais, le petit-fils de Saül, le fils de Jonathan. Donc il était dans le palais. Donc une erreur, une petite erreur de sa nourrice, ça a amené cet enfant à perdre ses pieds. Donc il était perclus de pieds. On l'a amené à l'eau de bar pour dire que notre place n'est pas dans la ville. Donc tu n'es même pas considéré, on te méprise déjà. Il faut savoir, mets ça dans ta tête, qu'ici, là, tu n'auras pas part au milieu des grands. Donc à l'eau de bar. Mais quand David est monté au pouvoir, la première des choses, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien? C'est pourquoi c'est courage de vivre ça dans la vie de notre bien-aimé. Oui. Vous avez vu ce courage dans la vie? J'ai vu ce courage. Il n'a pas, donc, il n'a pas désespéré. Même si la nation, même si la nature dit le contraire des choses, mais lui-même, il a une confiance en soi d'abord. Donc c'est ça qui amène les personnes à démarquer dans notre société. Il doit avoir d'abord la confiance en soi. Parce qu'il a dit beaucoup de choses qui nous a beaucoup, qui m'a beaucoup vraiment touché. Voilà. Et quand David est allé à le débat, il ramène maintenant le petit-fils de Saül. On l'amène, mais c'est le petit. Il y avait aussi des gens qui étaient en santé à le débat. Il y avait des personnes qui étaient, mais des personnes qui étaient à le débat, ils étaient des handicapés mentaux. Ils étaient bien portants, mais ils ne pouvaient rien faire. Mais quelqu'un qui était perclus de pied, c'est lui qui était à table avec David.
Voilà maintenant la différence. C'est pourquoi si le monde vous rejette, il y a quelqu'un qui peut tendre la main à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, et j'ai béni le Seigneur parce qu'il venait de dire qu'il est chrétien. Donc c'est ça d'abord l'important dans l'homme. Rejeté, repoussé, méprisé par les hommes, mais Dieu va faire toujours la différence. Dieu va marquer, poser toujours sa main sur toi et il va te reprendre. En tout cas, on retient, Dieu va marquer sa main sur toi, mais il nous a aussi fait savoir qu'il est une personne qui est officiellement mariée à l'état religieux comme à l'état civil. Vous l'avez écouté. Est-ce que, avant qu'il ne le dise, vous avez eu, dans ces récits de vie qu'il nous a fait partager ici en plateau, un manque d'amour au début, du côté d'abord de la belle famille, de la femme qui a voulu ne pas le recevoir parce qu'il est en situation de handicap? Donc, si je peux bien répondre à ta question, l'homme voit ce qui frappe les yeux, oui, mais Dieu regarde au cœur. Si des femmes, des hommes et des femmes pouvaient regarder au cœur, il n'y aurait même pas des divorces sur la terre des vivants. Parce que les gens aujourd'hui, ils regardent beaucoup plus au matériel. Comme il a dit, j'ai béni cette femme, je ne l'ai pas encore vue, mais là où elle est, que la main de Dieu la localise. Parce que c'est une femme qui n'a pas regardé avec les yeux physiques, elle a regardé plutôt avec les yeux du cœur, pour tomber sur une richesse, comme notre frère qui est à côté. Donc, rejeter les femmes qui rejettent, c'est les femmes souvent qui sont matérielles. C'est pourquoi tu vas voir que chez les rosicrétiens, chez les francs-maçons, ils ont beaucoup de clients, parce que ces femmes-là n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de l'amour. Parce que l'amour, donc j'avais dit peut-être dans une des émissions que j'ai fait souvent ici, l'amour c'est le cœur de chair. Parce que quand quelqu'un n'a pas ce cœur de chair, il ne peut pas et il ne pourra pas aimer. Donc, pour dire qu'il n'est pas exclu dans le monde des amoureux quand même. Il n'est pas exclu dans le monde des amoureux, en tout cas on retient. Mais pasteur, je pense que nous avons déjà eu à épiloguer beaucoup de questions et puis nous tendons déjà à la fin de cette émission. Alors, en dernière question, pasteur, je crois, en dernière question, si la régie, oui, si la régie nous permet, en attendant, prendre d'abord une petite pause et puis on revient juste après, pasteur, pour prendre une question. Gloire au Seigneur.